Donc ce soir, c'est peut-on vivre une vie sereine et voluptueuse malgré la mort, selon Épicure et les siens et ses disciples. Oui, bien sûr, répond le grec Épicure, 300 ans avant notre ère. Oui, répond aussi son disciple, le latin Lucrèce, 70 ans avant notre ère. Nous pouvons vivre une vie sereine malgré la mort. Cela est possible. C'est possible grâce à la connaissance de ce qu'est la vie et de ce qu'est la mort. Ce sont les illusions qui nous font souffrir. L'exposé que je vais vous présenter se partage en 5 parties. La première partie, c'est la thèse. Je vais vous la donner la plus brute possible. Puis on va essayer de passer aux bases de cette thèse, sur quoi elle repose, sur quelle conception du monde physique et physiologique elle repose, cette thèse. Et puis on verra ensemble les résistances à cette thèse, les problèmes, ce qu'on peut répliquer à cette thèse-là. Et ensuite on ira à l'approfondissement de cette thèse en développant la conception épicurienne, puis la conception lucrétienne de Lucrèce, qui est à la fois pareil qu'Épicure, mais qui en dit plus qu'Épicure. Voilà. Tout ça vient du fait qu'on n'a pas conservé grand-chose d'Épicure, de texte Épicure, et Lucrèce, c'est l'œuvre la plus importante, quantitativement et même qualitativement, qui parle d'Épicure, et Lucrèce se proclame toujours comme un disciple fidèle. Alors, des fois on s'aperçoit bien de cette fidélité, parfois on s'aperçoit qu'il a l'air de dire des choses que ne disait pas Épicure, mais on a très peu de choses d'Épicure. Donc la thèse. La thèse, c'est mort, nous ne sommes plus rien. Donc, nous ne sentons plus rien. Voilà un peu la thèse d'Épicure en résumé. Hein. Mort, nous ne sommes plus rien. Donc, nous ne sentons plus rien. C'est une formule lapidaire qui veut dire que je ne suis jamais le témoin de ma propre mort. J'assiste à la mort des autres, mais pas la mienne de mort. Parce que quand je meurs, je suis plus. C'est voilà l'étonnante bonne nouvelle d'Épicure. Il n'y a aucun mal à n'être plus, puisqu'on n'est plus là. Ça veut dire qu'on ne se voit pas, ne pas exister. Crainte de la mort, celui qui découvre, parfois tardivement, ne pas avoir assez recherché à exister, à ne pas avoir recherché à intensifier son existence par l'exercice des plaisirs de l'existence. Ça, c'est la conclusion. Ça veut dire, si vous craignez la mort, c'est que vous n'avez pas assez existé. C'est un défaut d'existence, c'est un défaut de vie. C'est pas que vous craignez ne plus être, puisque quand on n'est plus, on ne sent plus rien, donc on ne sait même pas qu'on n'y est pas. Et donc, ça veut dire que celui qui exploite sa vie pour en faire une existence de plaisir, ben, la mort n'est pas à craindre. Quelles sont les bases matérielles de cette thèse? Ben, d'abord, c'est que donc nous mourrons. Ça, nous mourrons. Nous mourrons tous et tout entier. Tous, ça c'est à peu près tout le monde peut le savoir. Mais tout entier, beaucoup d'entre nous pensons que peut-être il y a quelque chose qui va échapper. Eh ben, à la fois ça peut être catastrophique, mais ça peut être rassurant. Parce que si rien ne reste après notre mort, ben, on ne sera pas là pour la constater. L'âme meurt, chez Épicure, comme le corps. L'âme, comme le corps, est composée de matière, d'atomes. La philosophie d'Épicure, c'est une philosophie matérialiste. Nous sommes composés d'atomes. Et il n'y a rien qui ne soit pas composé d'atomes. Et la mort, c'est la dissolution des atomes. La mort advient quand le corps perd l'âme. Quand le corps perd sa chaude haleine, son souffle. On dit il expire. L'âme, dit Épicure, est un mélange de 4 éléments. L'un à la nature du feu, l'autre de l'air, un autre du souffle, et le 4e est sans nom. Le souffle produit le mouvement du corps, l'air le repos, l'élément chaud la chaleur du corps, et l'élément sans nom, la sensation en nous, ayant un nom, est capable de sensation. Donc l'âme a un élément qu'il ne nomme pas, mais qui permet de le ressentir. Et quand l'âme expire du corps, est chassée du corps, ces éléments ne peuvent pas vivre sans le corps, et donc ils périssent. Donc l'élément de la sensation périt aussi,
Et donc, une fois que nous sommes morts, il n'y a plus de sensation. L'innommé est un composé d'atomes, comme le reste du corps et de l'âme, mais d'atomes plus subtils, plus petits, donc capables de circuler dans tout le corps vivant. Tout le corps vivant possède des points sensibles parce que les qualités atomiques de la sensation, de l'âme et encore plus de la sensation, est tellement fin qu'elle peut circuler dans l'ensemble du corps qui lui-même est composé d'atomes. L'innommé est le substrat de la conscience. Donc la sensation, c'est notre conscience. Être conscient, c'est savoir qu'on existe, être sensible au monde. La conscience possède un siège central dans la poitrine, dit Épicure. C'est de ce siège qu'émanent les émotions, les opérations mentales et intellectuelles. Séparée du corps, la conscience meurt. La sensation cesse. La mort est donc une perte de matière suffisamment conséquente en quantité et en qualité, l'âme, pour que le corps perde son équilibre vital. La déperdition de matière est une déperdition d'atomes. Elle est due à l'usure ou à l'accident. Par exemple, dit-il, la vieillesse voit s'accroître le volume de son corps. La surface de sa peau, les rides. La déperdition est proportionnelle à la surface de peau. Plus vous avez de peau, plus vous risquez de perdre des atomes. Bien sûr. La perte ne sont plus compensées, le vide s'accroît, le corps se fragilise, il est moins résistant au choc, d'où la fracture du col du fémur. Ça, c'est pas Épicure qui le dit, c'est moi qui l'ajoute. Mais il a raison, hein, ça fonctionne comme ça. Ça se fragilise. Le corps finit par se déstructurer, se déliter, l'âme s'échappe du corps et donc se délite à son tour. L'âme n'a aucune autonomie par rapport au corps et le corps n'a aucune autonomie par rapport à l'âme. Vous voyez bien que quand je disais que ça apporte la sérénité, Épicure, vous voyez, vous en riez même. C'est la preuve. Alors, l'âme et le corps sont parfaitement en interdépendance. Donc l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Maintenant, examinons quelques résistances à cette thèse, hein, que je vous ai présentée de façon un peu succincte. Après, on va y revenir de façon beaucoup plus détaillée. Quand la mort est là, je n'y suis plus. La mort n'a aucun rapport avec nous. Cela nous paraît évident, et pourtant, on ne s'y habitue pas. Peut-être parce que pour nous, il y a deux morts en une. Il y a sa réalité et son double. La réalité de la mort est double. Il y a l'état de mort et l'événement qui est la perte de la vie. La mort est un état, quand on a le cadavre devant nous, c'est un état, mais aussi il y a un passage d'un état à un autre. Il a quitté la vie et puis il y a l'état. C'est deux choses différentes, c'est ce qui nous fait souvent avoir du mal à admettre le point de vue de l'Épicure. Parce que l'Épicure, il s'appuie surtout sur l'état de mort, plutôt que sur le passage. Parce que pour lui, il n'y a pas vraiment de passage. À un moment, on est vivant, et la seconde suivante, on est mort. Certes, plongé dans le néant de la décomposition, nulle souffrance n'est possible, mais la perte d'un état heureux est dommageable. Si on est dans le néant, c'est pas grave, on ne le sait même pas. Hein. Mais par contre, quitter un état qui peut être heureux, c'est dommageable. Selon Épicure, rassasiés de plaisir, nous pourrions quitter la vie sans regret. Nous pouvons tous et toutes faire cette expérience lors de ce que j'aime appeler les orgasmes, ça veut dire des points particuliers de plaisir, hein, où on se perd de vue, où on atteint la plénitude. Hein. Bon. Donc toute forme de plénitude, et pas que organique, hein, pas que sexuelle, hein, toute plénitude montre que on ne s'approche pas à la vie quand on est dans la plénitude. Ça nous est indifférent ce qui peut nous arriver après. Parce qu'on a vécu le maximum de ce qu'on pouvait vivre en termes d'existence. Après, c'est que du banal, ça ne compte pas, c'est pas intéressant. Alors bien sûr, cet orgasme est amoureux, politique, intellectuel, esthétique. Je vous souhaite d'avoir des orgasmes dans tous ces domaines-là. Hein, ça veut dire obtenir votre plénitude en matière d'art. Bah oui, hein, il y a des gens qui, écoutant de la musique, vivent une situation de plénitude et qui n'est pas qu'intellectuelle. Le corps y participe. Quand on écoute de la musique, hein, on sent les émotions d'ailleurs. Hein. Intellectuelle aussi. Hein, je vous souhaite d'avoir de la plénitude intellectuelle et
je ne doute pas que ce soir, vous allez y parvenir rapidement grâce aux propos d'Épicure. Voilà. Et puis politiquement, regardez les gens qui manifestent aujourd'hui. Ils manifestent, c'est pas marrant, hein, parce qu'en général, les manifestations n'obtiennent jamais satisfaction. Hein. Mais pourtant, dans les manifestations, quand les gens crient tous ensemble, vous voyez bien qu'ils sont contents. Regardez, quand ils disent tous ensemble, ils sont contents. Ils sont contents d'être ensemble. C'est pas rien d'être ensemble. Hein. Dans une société où les gens sont individualisés à outrance, où on les sépare les uns les autres, on les oppose les uns aux autres. Quand ils arrivent à être ensemble, ils sont contents. Bah oui, parce qu'il faut le faire. Hein, parce que tout nous pousse, surtout nos dirigeants, à nous séparer et à nous diviser. Enfin, être privé de plaisir n'est pas un mal, puisque nous ne sommes plus là pour le constater, dirait Épicure. Vous plaignez de ne plus avoir de plaisir, bah oui, mais vous n'êtes pas là pour le savoir. Donc, vous n'en savez rien, vous n'en supportez pas. Ça, c'est la première difficulté, et la manière dont Épicure essaie de la surmonter. Une deuxième difficulté. Notre attachement à la conservation de la vie peut avoir deux causes. Le plaisir de vivre, malgré nos plaintes, on se plaint souvent, mais comme disaient les stoïciens qui étaient les adversaires des épicuriens à l'époque, si la pièce est enfumée, rien ne nous empêche d'en sortir. Donc ne vous plaignez pas. Eh bien, Épicure dit des choses un peu pareilles. Vous verrez que Lucrèce dit à peu près pareil, parce que, effectivement, les écoles épicuriennes et stoïciennes pouvaient s'emprunter un certain nombre d'argumentations. Donc, le plaisir de vivre, malgré nos plaintes, qui maintient en nous l'intérêt d'exister, c'est ça la philosophie hédoniste, et la pulsion de vie qui nous anime et nous conduit à persévérer dans notre être, comme dirait Spinoza, est toujours présente. Ça veut dire que nous sommes attachés à la conservation de notre vie parce qu'il y a quelque chose en nous qui veut toujours vivre. La psychanalyse offre aussi une explication un peu semblable. La psychanalyse considère que pour l'inconscient, la mort n'existe pas. Pour l'inconscient, la mort n'est pas concevable. C'est cet inconcevable qui est insupportable. On ne peut pas arriver à accepter, à supporter quelque chose qui n'est pas concevable. Et c'est ça qui nous fait résister un peu aux théories d'Épicure. Troisième résistance. Quand Irving Yalom, qui est un psychanalyste, un psychologue, un psychanalyste existentiel, je le dis tant pis, il ne serait pas d'accord, mais pour moi c'est le cas. Quand Irving Yalom dit que la vie est une étincelle entre deux néants identiques, il est parfaitement épicurien. Ce qui précède notre naissance ou notre conception et ce qui suit notre mort est identique pour chacun d'entre nous. Nous allons où nous étions avant. Et avant, nous n'étions pas. Et après, nous n'y serons pas non plus. Donc c'est une étincelle entre deux néants identiques. Ce qui étonne, c'est que ce qui suit la mort puisse paraître plus effrayant que ce qui a précédé notre conception. Qu'on soit issu du néant, ça ne pose pas de problème. Mais qu'on y retourne, là, ça pose problème. C'est un peu comme ça qu'on sait une chose. L'expérience du vivre change la donne pour le retour au néant. C'est pas le même néant. Parce qu'on a une expérience qu'on n'avait pas avant, bien sûr. Quatrième résistance. Pleurer la mort d'un ami est illogique, dit Épicure. En effet, comment souffrir de quelque chose qui ne fait pas souffrir l'intéressé? Vous avez perdu votre père, votre mère, votre compagnon, votre compagne, votre fille, votre fils, etc. Elles ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas, ils sont morts, ils sont insensibles. Qu'est-ce qu'on aurait, nous, à pleurer quelque chose qui ne porte pas de peine à celui qui est intéressé par la mort? Je vois déjà des résistants. Bien entendu, Épicure ferait remarquer que nous pleurons surtout sur nous de perdre notre chair. C'est sur nous, c'est sur le vivant que nous pleurons, c'est pas sur le mort. Et je voudrais vous rappeler la phrase de Jean-Louis Trintignant à propos de Marie Trintignant qui est décédée. Il a dit toute la catastrophe qui était là, il a dit qu'il avait très souvent pensé à se suicider. Il se demandait même pourquoi Bernard Cantat ne s'était pas suicidé lui-même. Mais il a eu ce mot aussi, hein, ce mot qui est très épicurien, qui était de dire qu'il se réjouissait d'avoir connu Marie. On se plaint toujours que les gens meurent trop tôt. Et
pourquoi on ne se réjouirait pas de les avoir connus? Et ça, c'est un propos tout à fait épicurien, absolument épicurien. Celui qui ne craint pas de mourir ne craint plus rien, sérénité. Épicure dit « Il n'y a rien de redoutable dans la vie pour celui qui sait qu'il n'y a rien de redoutable dans la privation de la vie. » Si vous n'avez pas peur de mourir, qu'est-ce qui peut vous arriver? Libéré de la peur de la mort, l'homme accède non seulement à la sérénité, mais aussi à la liberté morale et à la liberté sociale. Voilà un petit peu les résistances, la manière dont Épicure les traite. Maintenant, je voudrais vous présenter de façon un peu plus exhaustive la conception épicurienne sur la mort, et puis ensuite la conception de Lutèce. Donc la conception épicurienne, vous la connaissez, elle est très simple et radicale, elle repose sur l'insensibilité post-mortelle. L'individu est un composé atomique, c'est le composé qui est doué de sensibilité. La mort est la désagrégation de l'assemblage atomique, elle rompt le composé, ce qui en résulte est dépourvu de sensibilité. Les atomes libérés de leur liaison précédente sont insensibles. Pour Épicure, la mort est perte définitive de l'identité, anéantissement de l'individu. Il n'en reste rien, rien de rien. Donc pour lui, pas de menace à venir. La mort, c'est le néant insensible assuré. On ne souffre pas. Pour les autres, il en reste la mémoire qu'il est possible de conserver, de réactiver. Pour les vivants, on peut se rappeler les gens qu'on a connus et qui sont morts et qui ont disparu et qui sont anéantis, liés au néant, renvoyés au néant. Mais pour nous, on peut en garder le souvenir. Et c'est ce qui se faisait dans les communautés épicuriennes. On gardait le souvenir de tous les membres de la communauté et on faisait même des statues et on faisait même des repas. Et donc toute l'année, on mangeait à la santé de ceux qu'on avait connus, qui étaient disparus, qui n'existaient plus, mais dont on avait le souvenir. Voilà. On avait le souvenir, on essayait de rappeler ce qu'ils avaient vécu. Alors on l'a fait surtout pour Épicure et pour ses disciples les plus proches, mais ça pouvait se faire pour n'importe quel membre de la communauté. Être pour un vivant, c'est sentir et ressentir. L'être est fondamentalement plaisir ou douleur. Le non-être est sans affect, sans sensation. Donc, dit Épicure, la mort n'est rien à notre égard, car ce qui est à la fois dissous est incapable de sentir, et ce qui ne sent point n'est rien pour nous. Cette phrase qui me semble un peu pertinente. La mort n'est rien à notre égard, car ce qui est une fois dissous est incapable de sentir, et ce qui ne sent point n'est rien pour nous. Le raisonnement d'Épicure est vous le voyez bien, d'une rigoureuse logique. Quand la mort est là, nous n'y sommes plus. Et quand je suis là, elle est absente. La mort ne me concerne donc pas directement. Elle me concerne indirectement, en donnant une durée bien sûr limitée et finie à ma vie. La privation de plaisir n'est même pas ici un mal, puisque nous n'existons plus pour le constater, notre absence de plaisir. Ça veut dire que c'est vrai, quand je serai mort, je n'aurai plus de plaisir, mais je ne serai pas là pour le constater, donc je ne souffrirai pas. Elle n'a rien d'effrayant, la mort. La mort est par-delà le bon et le mauvais, car la mort est privation de sensation. Vous voyez bien, la philosophie d'Épicure repose entièrement sur une perspective sensuelle. Le rapport au monde, le rapport à soi, c'est un rapport sensitif. Épicure sonde la psyché humaine, mais d'où vient que les hommes aient peur de la mort? Sa réponse, c'est la peur de la mort vient de l'imagination qui suggère que quelque chose nous survit après la mort. On n'est pas tout à fait mort. On a toujours l'impression que quand on sera allongé, sans bouger, et que les gens pleureront autour de nous, il y a quelque chose de nous qui survolera l'ensemble de la scène et verra ça. Et que ce qui verra cela sera d'une tristesse infinie pour celui dont le corps est allongé. C'est ça. C'est qu'on n'arrive pas à se séparer de ce point de vue, qui est un point de vue bien sûr religieux, mais même les non-religieux ont gardé, il y a quelque chose de moi qui verra mon enterrement. Ben, on voit que l'enterrement des autres. Bien sûr, dit Épicure, c'est faux. Celui qui est mort, dès qu'il est mort,
même s'il reste encore son image de cadavre, il est déjà plus là. Il n'est plus à personne. Michel Négrel, allongé, c'est plus Michel Négrel. C'est une fausseté qu'on véhicule. On va enterrer Michel Négrel. Non, vous n'enterrez pas Michel Négrel. Parce que Michel Négrel, il est mort, il n'existe plus. Il y a bien sûr encore provisoirement sa forme. Mais c'est tout. Dans ces conditions, pourquoi aurais-je plus peur de l'après de ma vie que de l'avant? Dans les deux cas, je suis absent. Ce n'est point la mort qui est douloureuse en elle-même, fait-il remarquer, c'est la peur de la mort qui fait souffrir. Ce n'est pas la mort qui nous fait souffrir, c'est la peur de la mort. Et cette peur repose sur l'illusion que tout ne disparaît pas au moment de la mort. C'est l'annonce de cette cessation de l'existence qui peut nous faire souffrir. C'est qu'on sait qu'on va mourir. Mais on ne le vivra pas. On ne vivra jamais notre mort, mais on a l'idée. C'est l'idée de mort qui nous fait souffrir. Mais comment se peut-il que l'annonce de quelque chose sans douleur et qui ne nous concerne pas puisse nous troubler? Pourquoi l'idée de quelque chose qui ne nous concerne pas et qui ne fera pas souffrir au moment, pourquoi ça nous reste faire souffrir maintenant? Cela, dit Épicure, n'est pas raisonnable du tout. Bien sûr, c'est pas raisonnable. En vrai, notre mort, nous ne la rencontrons jamais nous-mêmes. Nous n'en connaissons que l'idée. Pour soi, la mort n'existe pas. Nous ne la constatons jamais pour nous. Il écrit, Épicure, insensé, celui qui dit qu'il craint la mort. Non parce qu'une fois présente, elle l'affligera, mais parce que, encore future, elle l'afflige. Car ce qui, une fois présente, n'apporte pas de trouble, ne peut affliger, étant encore à venir, que par une vaine opinion. Pourquoi être troublé par l'idée de quelque chose qui ne nous troublera pas quand elle s'arrivera? Vaine opinion aussi que l'idée d'immortalité pour les humains. Les atomes sont donc éternels, leur assemblage humain, non. C'est ainsi. Il faut l'accepter. Le temps est limité pour les humains par un avant et par un après. Il suffit de ne pas nourrir d'illusions. C'est la condition de la sérénité. Pas d'illusion, condition de la sérénité. En outre, Épicure nie que la durée puisse ajouter au plaisir de la vie. L'intensité compense l'éternité et rend inutile l'immortalité et la durée infinie. On n'a pas besoin d'une durée infinie pour profiter de la vie et pour avoir tous les plaisirs possibles. La vie vaut mieux par sa qualité que par sa quantité. Vous l'entendez dire ça. Des fois on le dit. Ben, c'est très épicurien. La sérénité est liée à l'insouciance à l'égard de notre mort. Pas la peine. Même pas la peine de penser. Ça ne nous concerne pas. La valeur de la vie est attachée à son intensité, à sa densité de plaisir et non à sa durée. Nous ne vivons que notre vie. C'est à elle seule qu'il faut s'attacher. Nous verrons comment, le mois prochain, on peut s'attacher à notre vie par le plaisir. Nous ne vivons que notre vie, pas notre mort. Ça ne nous concerne pas. Notre vie est d'une durée limitée par les deux bords. Aussi chaque heure de notre vie est unique et donc précieuse. Ne la gâchons pas. Inspiré par Épicure, Horace déclare « Recevons avec gratitude chaque heure inespérée ». Épicure nous dit « Ne vous occupez pas de la fin, occupez-vous d'aujourd'hui et de l'instant vivant ». Ça veut dire c'est vivre au présent. Seul. Voilà pour la conception épicurienne. La conception lucrétienne de la mort, de Lucrèce. Tout d'abord, la conception de Lucrèce concernant la mort est conforme à celle d'Épicure. Lucrèce se déclare un disciple scrupuleux, fidèle, enthousiaste d'Épicure. Néanmoins, il diffère de son maître sur la question de la finitude de la vie. Vous avez rappelé, il y avait l'histoire de l'état de mort, mais il y avait l'état aussi que ma vie va s'arrêter. Et sur la finitude, vous allez voir, c'est un peu plus nuancé, même s'il arrive à la même position au final. La finitude de la vie est différemment traitée par Épicure et par Lucrèce. Pour Épicure, la finitude de la vie octroie à chaque instant une valeur unique, c'est dire l'importance de chaque instant. Pour Lucrèce,
la finitude de la vie signe sa misérabilité. La rareté des jours retirerait toute valeur à la vie. À quoi bon vivre, dit Lucrèce, si c'est finalement si peu? Ce qui n'est pas durable est misérable. Et il se rapproche un peu de ton propre sentiment. Lucrèce mêle sa sensibilité à la conception d'Épicure. On dira que Lucrèce humanise un peu Épicure. La vie est à la fois valorisée par sa rareté et dévalorisée par sa brièveté. La mort habiterait, dit Lucrèce, notre vie. La mort habiterait la vie comme un manque à vivre. Chaque instant vécu serait obscurci par la perspective de la fin définitive relativement prochaine. La mort en elle-même n'a rien de douloureux, mais elle est préjudiciable en ce qu'elle est courte, néanmoins la vie. Disons pour l'instant que l'angoisse de la fin de vie séjourne dans la vie. Nous vivons et nous sommes travaillés par l'angoisse de la perdre. C'est tout le tragique de l'existence auquel Lucrèce va plus d'une fois y revenir dessus. Chaque moment peut être le dernier. Vous vous rendez compte, vous ne pourrez pas écouter, si ça vous arrive, la conférence du mois prochain. Terrible, terrible. Vous voyez, je préfère parler de votre mort que de la mienne. Il ne faut pas exagérer, Voilà. Qu'il soit indolore, le dernier moment, n'enlève rien qui puisse être le terminus. La mort l'emporte massivement sur la vie lors des troubles politiques. Chez Lucrèce, c'était la fin de la République, nous aussi d'ailleurs. Des troubles sociaux. Chez Lucrèce, c'est la révolte des esclaves et sa répression. C'est aussi ça. Mais on ne les appelle plus les esclaves, on les appelle les terroristes. Et qui se révoltent, ça fait créer des troubles sociaux, ça c'est sûr. Et puis des troubles sanitaires. À l'époque de Lucrèce, c'était la peste. Maintenant, c'est Ebola. Mais c'est un peu pareil. Dans la mort, on sent bien qu'elle habite la vie. Et ça, Lucrèce le décrit très très bien. La vie tout entière est hantée par la menace, parfois violente, de la fin de vie. La mort est l'ombre portée du néant sur la clarté du vivre. Lucrèce écrit, parlant de la crête de la mort, ceci: pénètre jusqu'au fond de l'homme, noircissant chaque instant de sa vie des couleurs de la mort, au point que nul plaisir ne reste pur et clair. Même dans nos plaisirs, ça risque de pas durer. Pour Épicure, la mort est absolument étrangère à la vie. Pour Lucrèce, la mort est bien étrangère à la vie, mais néanmoins, souvent, elle l'habite et la pourrit. La fin de vie annoncée fait ombrage à son déroulement et à son épanouissement. Pour Lucrèce, la mort n'est pas qu'un passage au néant, elle est ce par quoi la vie cesse. Ces considérations ne portent pas uniquement sur l'aval de l'avènement mort, mais aussi sur son amont. Ce qui est dommageable, ce n'est pas d'être mort, c'est de cesser de vivre. Vous voyez la nuance des deux, c'est pas tout à fait pareil. Et il me semble que Lucrèce est plus proche de nous. La mort importe peu, mais nous tenons quand même à la vie. Chez Lucrèce, le spectre de la mort est plus large que chez Épicure. La mort est état insensible, comme pour Épicure, puis réduction atomique, mais aussi accident définitif nous retranchant de la vie. Lucrèce considère la mort par les deux bouts, la vie et le néant. Le néant n'est pas à craindre, mais la fin de la vie est regrettable. En psychanalyste d'avant l'heure, Lucrèce est très attentif à l'angoisse d'une vie limitée, réduite à un temps fini. Il fait de cette angoisse la source masquée de nombreuses passions humaines. Il considère que c'est la peur de la mort, cette hantise de la mort, qui entraîne la voracité financière, la notoriété, la fin de gloire ou de pouvoir, la violence meurtrière sont des substituts au désir d'immortalité. J'allais dire d'immoralité, parce que je pensais à nos gouvernants. Alors, c'est incroyable. Voilà. La voracité financière, vous vous rendez bien compte, il stocke un capital. Vous savez, je fais une parenthèse, mais ça, il faut le dire de toute urgence. Vous savez que le capitalisme a passé 3 phases. La phase du XIXe siècle où
l'argent était amassé dans un patrimoine. Après, dans les années 50 jusqu'à 80, les profits étaient réinvestis dans les entreprises pour gagner plus. Donc c'était un profit qui visait la relance de l'économie permanente. Et on est de nouveau aujourd'hui dans une situation où les profits ne servent plus à la croissance, mais le patrimoine. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui, parmi ceux, les actionnaires, qui au lieu de remettre leur action principalement dans la productivité, la stockent en héritage. Et cela passe de famille en famille. Mais vous voyez, c'est ça la voracité financière. C'est je garde pour moi et pour mes enfants. Parce qu'il faut que je garde, parce que ça va se garder. Ça veut dire que même mort, mes enfants pourront l'avoir. Ça, c'est la peur de la mort. Ce n'est pas l'insouciance par rapport à la mort. Voilà. L'insouciance par rapport à la mort, c'est ce que Jésus disait. Regardez les oiseaux du ciel, est-ce qu'ils se préoccupent? Ils ne se préoccupent pas. Ah oui, mais c'est Jésus. Mais c'est un Jésus qui est plus enseigné. Voilà. Donc voilà. Donc toutes les passions humaines viennent pour Lucrèce de cette peur de la mort. Mais là, j'ai pris des cas ultimes en parlant de nos gouvernants et de nos capitalistes, qui ne sont pas ici d'ailleurs. Je fais tout pour qu'ils sortent. Donc si vous résistez, c'est que vous êtes tellement petit que vous trouvez que c'est dérisoire. Les petits capitalistes doivent y mettre tout. Mais, vous voyez, ces passions, elles nous incombent aussi quand même. Et ce que nous fait penser Lucrèce, c'est que peut-être cette peur de la mort, cette peur de cesser de vivre, nourrissent aussi ces passions-là, qui sont des passions tristes, bien sûr. La mort, par la peur qu'elle génère, ou plus justement la redoutée fin de vie, autre phase de la mort, est à l'origine donc des passions tristes. Ces passions gâtent l'existence et donc ajoutent au malheur de vivre. Ça veut dire qu'au malheur de vivre, la peste, la guerre, le terrorisme, etc., les révoltes, etc., à cela s'ajoute le fait que nous sommes malades, nous sommes souffrants de savoir que les temps sont comptés et que comme les temps sont comptés, nous avons à amasser des richesses, des biens, des maisons, etc., pour survivre, pour que quelque chose survive après ma mort. La propriété privée, vous voyez, c'est ça, la propriété privée. On aime la propriété privée. Et donc la propriété privée, c'est une manière de dire que même quand je serai mort, il y a quelque chose de moi qui va exister. Et ça nuit à notre vie. Lucrèce ne se résout pas à cette perspective. Et il va reprendre la question pour dire comment on va s'en sortir. D'où vient l'angoisse devant cette vie écourtée? D'où vient l'incapacité de vivre sa vie sereinement? Ça, c'est une question centrale pour vivre du plaisir. Comment se passer de cette angoisse? Il y a plusieurs réponses. Il y a au moins 4 ou 5 réponses. Première réponse. Le malheur d'une vie temporelle provient d'une incapacité de reconnaître le réel tel qu'il est. Ce sont les illusions qui nous privent de la sérénité. La lucidité est l'allié de la sérénité. On a appris, on a fait croire aux enfants, on nous a fait croire quand on était enfant, qu'il n'y avait pas de fait, que les temps n'étaient pas comptés, et que donc c'était toujours pour demain. Réponse. Le malheur d'une vie temporelle est d'avoir à la quitter non rassasiée, rassasiée de plaisirs simples, de plaisirs frugaux. Les plaisirs les plus simples commencent tout simplement par l'absence de souffrance. Ah oui. Quand vous souffrez et que ça s'arrête, votre souffrance, vous êtes content. Ça montre que le plaisir commence par l'absence de souffrance. Et s'achève par l'amitié, chez Lucrèce et chez Épicure, via la satisfaction des besoins, assurant la simple survie. La troisième réponse, c'est le malheur d'une vie temporelle résulte de l'attente, la vie durant des lendemains qui chantent. Nous attendons toujours demain. Demain sera mieux. Donc nous ne vivons pas aujourd'hui puisque nous attendons demain. Le malheur est dans l'espoir. Le malheur est de se tourner vers demain. L'espérance génère la peine. Malheur d'une vie incapable de puiser sa satisfaction en son présent. Vivre le moment présent et percevoir que c'est seul dans le présent qu'on peut avoir la satisfaction. Et ce n'est pas demain. Vous voyez, toutes
toutes les pédagogies du projet. Il faut avoir des projets. Il faut vivre pour ces projets, il faut vivre pour demain. Oui, mais en ce temps, on ne vit pas pour aujourd'hui. Et il n'y a qu'aujourd'hui. Demain est incertain. Quatrième réponse. Le malheur d'une vie temporelle est la perpétuelle insatisfaction. Le bon ne suffit pas. Il faut toujours avoir du mieux. Vivre mieux, c'est bien. Mais vivre bien, c'est mieux. Il suffit de vivre bien. Aménageons tous nos instants. Tout à l'heure ce soir, vous allez rentrer chez vous. Hein? Vous allez manger quelque chose. Essayez de prendre plaisir à ce que vous mangez. Faites-vous plaisir. Mangez dans de bonnes conditions. Faites pas comme moi qui mange tout le temps debout. C'est pas bon. D'où vient l'angoisse devant cette vie écourtée? D'où vient notre inaptitude à la sérénité? De l'ignorance. De l'ignorance de ces quatre réponses. Pour vivre content, il suffit de se contenter de peu. Ça, c'est la doctrine épicurienne. Y compris du peu de temps. Pour vivre content, il suffit de se contenter de peu, y compris du peu de temps. Nous avons peu de temps à vivre. Il ne faut pas gâcher le temps que vous avez bien fait de venir ici, ce n'est pas le gâcher. L'angoisse de la mort, l'angoisse de la finitude de la vie, a sa source dans le sentiment de disparaître avant d'avoir vécu. On passe sa vie à se préparer à vivre et on ne vit jamais. Donc vivons, nous ne préparons pas à vivre. Ne préparons pas nos affaires pour le voyage, voyageons. On meurt avant d'avoir vécu. Ce n'est pas vivre que de se consacrer au projet de vivre. Goethe dit dans un esprit très lucrétien, seul le présent est notre bonheur. Vivre pour demain, ce n'est jamais vivre vraiment, c'est déjà être mort. Si vous pensez ce soir ce que vous allez faire demain, vous êtes plus vivant que vous êtes mort. La peur de la mort est corrélative au sentiment de n'avoir pas vécu pleinement sa vie. N'ayant pas encore vécu, la peur de mourir nous prend, parce qu'on n'a pas vécu encore. Moins notre vie propre a été vécue, plus grande notre angoisse de la mort. L'angoisse de la mort est proportionnelle au manque de vivre propre. On vit pour les autres. Non, on vit que pour soi. Il faut vivre pour soi. Même si le soi n'est jamais seul, bien sûr. Mais vivre pour les autres, ce n'est pas vivre. Mais il paraît que c'est pas beau de ne pas vivre pour les autres, de vivre pour soi. Il paraît que c'est pas beau. Ah bon. Il nous faut vivre en vérité sa vie, chaque instant, pleinement, jusqu'au bout de la vie. Vivre pleinement chaque instant. Jouir sans délai et sans entrave du simple fait d'exister. Jouir sans délai et sans entrave. Je me rappelle, c'était un slogan de mai 68. Je suis content. Je suis content de le resservir. Parce que ça colle absolument. Ah oui. Eh oui, c'était une belle époque. Alors, jouir, et c'est une époque qui est actuelle, puisqu'on recite, hein, donc jouir sans délai et sans entrave du simple fait d'exister. La fin n'est pas de 68, bien sûr. Pur et clair plaisir d'exister, sans crainte et sans tourment du lendemain. Vivons ce que nous avons à vivre, sans craindre quoi que ce soit pour le lendemain. Voilà toute la sagesse. Plaisir d'exister sans la crainte et sans le tourment de sa cessation. Alors la certitude d'une privation post-mortem des plaisirs et des joies de la vie n'est plus souffrance. D'autant que dans cette privation arrivera, c'est nous qui justement serons absents. Quand nous serons privés de notre vie, nous serons absents et nous ne serons rien. Absents, puisque sans sensibilité, sans mémoire et sans conscience. Horace, inspiré cette fois par Lucrèce, déclare « Mangeons, buvons, et puis, sachons quitter la place. » Lucrèce dit lui-même à peu près la même chose. Pourquoi ne pas se retirer de la vie tel un convive rassasié? Mais il faut se rassasier. C'est peut-être ce que Lucrèce fit lui-même par le suicide. Rassasié d'existence. Souvent on dit qu'il était déprimé par la tragédie du monde. Oui, moi je pense qu'il s'est suicidé parce qu'il était rassasié d'existence, il a fait le plein. Vous avez des gens qui meurent comme ça. Il y a des gens qui souhaitent mourir parce qu'ils considèrent qu'ils ne pourront plus, dans l'état où ils sont, acquérir d'autres plaisirs de vivre. Et que donc ça ne vaut plus la peine de vivre. Alors ils peuvent le penser à tort ou à raison, mais en tout cas, ils souhaitent mourir.
Ça, c'est la belle mort. C'est mourir quand on n'a plus rien à tirer de la vie. Et vous avez des gens qui sont comme ça, qui meurent, qui désirent mourir, qui le disent, parce qu'ils considèrent qu'ils sont peu en capacité à accroître leur plaisir d'existence. Et je pense que Lucrèce, à un moment donné, il eut assez de vivre. Et il dit d'ailleurs, pourquoi ne pas t'en aller tel un convive repu? Mais il faut être repu. Dans cet esprit, Nietzsche nous exhorte à consumer notre vie. Consumez votre vie, nous dit Nietzsche. Nietzsche écrit aussi dans le même esprit, on doit prendre congé de la vie comme Ulysse prit congé de Nausicaa, en bénissant plutôt qu'épris. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Odyssée d'Homère. Nausicaa, c'est une femme d'une beauté incroyable. Ouais, je suis ému rien que d'y penser. Et lui propose le mariage avec l'accord du père de Nausicaa. Il est très tenté. Il est dans la béatitude. Il ne peut pas. Mais il s'en va pour retrouver son pays. Et les deux se disent au revoir, en sachant qu'ils ne se reverront plus, mais qu'ils ont été contents de se rencontrer. Et ils partent avec la joie de la rencontre, même si c'est une joie éphémère, passagère. Voilà. Donc il s'agit d'être plutôt en bénissant que épris. Parce que épris, c'est être pris. Moi, j'ai tendance, quand j'aime quelqu'un, je dis je te suis attaché. Non, il ne faut pas être attaché à personne. Il faut être bénissant et pas épris. Parce qu'on est épris comme un voleur. Ça, c'était pour Nietzsche. Donc, pour Nietzsche, lâcher prise de contentement. Voilà. Avec toi, Nausicaa, on a passé un temps merveilleux. Et on peut se lâcher. Parce qu'on a vécu tout ce qu'on avait à vivre ensemble. Comment, après un éprouvé de plénitude, on peut ne pas avoir envie de lâcher? Quand vous êtes dans un éprouvé de plénitude, c'est pour éviter le mot orgasme, je dis ça. Je l'ai dit, pardon. Comment, après un éprouvé de plénitude, on peut effectivement lâcher prise? D'ailleurs, dans l'orgasme, on lâche prise. On est insouciant de toutes choses, bien sûr. Sartre écrit dans son autobiographie, avec un accent aussi plus lucrétien, voilà ce qu'écrivait Jean-Paul Sartre. J'allais doucement vers ma fin, sûr que le dernier élan de mon cœur s'inscrirait sur la dernière page du dernier tome de mes œuvres, et que la mort ne prendrait qu'un mort. Aussi, point de perte. La mort comme un doux effacement, épuisement du vivre, d'une vie pleine et surtout intense. Et c'est ce qu'apporte un peu la sensibilité de Lucrèce par rapport à Épicure. La mort comme un doux effacement, épuisement du vivre, d'une vie pleine et surtout intense. Le vivre jusqu'au bout complète la conception de la mort d'Épicure. Il faut vivre. Nous sommes là, avec Lucrèce, dans la dimension de l'hédonisme épicurien, du plaisir comme valeur éthique. La crainte de la mort est annulée par une approche matérialiste conséquente, le néant, l'insensibilité, l'inconscience, et une approche hédoniste, le plaisir. Le plaisir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'angoisse de la mort est annulée par une éthique hédoniste de la vie. La mort est donc l'extrémité de la vie, le terme de la vie, non le but de la vie. Repérez ça. Vous avez des gens qui font de la mort le but de leur vie. Et ça peut nous arriver. Le but de la vie, c'est quoi? C'est le plaisir d'exister. L'angoisse de la mort est en fait angoisse de la vie. L'angoisse de la mort est peur de ne pas vivre. La mort n'est rien, la vie est tout, surtout si la vie est tout. Je répète, la mort n'est rien, la vie est tout, parce que la vie c'est justement le tout. Lucrèce nous invite contre l'angoisse du mourir demain à nous consacrer tout entier au plaisir actuel de vivre. Contre l'angoisse du mourir, le plaisir de vivre, ici et maintenant, dans la plénitude de l'instant. Plaisir d'exister sans crainte et sans tourment, y compris de sa fin,
plaisir d'exister tout plein de son présent. Je voudrais vous lire, pour finir, un texte de Wittgenstein, qui est un philosophe qui est mort dans les années 1950, un philosophe anglais. Il écrit ceci, qui est très épicurien. La mort n'est pas un événement de la vie, contrairement à ce que dit Lucrèce. La mort ne peut pas être vécue. Si l'on en entend par éternité, non pas une durée temporelle infinie, mais l'intemporalité, alors celui-là vit éternellement qui vit dans le présent. Je répète, la mort n'est pas un événement de la vie, la mort ne peut pas être vécue. Si l'on entend par éternité, non pas une durée temporelle infinie, mais l'intemporalité, alors celui-là vit éternellement qui vit dans le présent. Eh bien écoutez, je me joins à Lucrèce pour vous souhaiter cet art de vivre, cette éthique garante de la sérénité. Merci. À vous de faire. Merci pour écouter Lucrèce. J'ai pris un petit papier aussi parce que je parle moins bien que vous et j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose, et d'autant que j'ai mis en forme réellement ma question. Je m'excuse tout d'abord de me replonger dans la séance précédente, mais c'est l'objet de mon intervention, et à la fin j'aurai 2 observations sur aujourd'hui, mais je pense qu'on ne peut qu'être pleinement d'accord avec tout ce que vous avez dit ce soir. Depuis votre dernière intervention sur Épicure, j'ai longuement réfléchi. Je pense que nous ne pourrons qu'être d'accord ensemble pour dire que la philo est faite justement pour cette réflexion et cet éveil. J'admets globalement votre approche de la vie par-delà Épicure. Toutefois, l'exemple pris d'une certaine égalité entre le sabre et la Kalachnikov, c'est ça, m'a beaucoup heurté la fois précédente. Si dans l'absolu ce point peut être vrai, je pense avec Épicure que l'absolu n'existe pas. Et donc la question se pose quand même pour moi. Si vous avez fait appel à notre sens de l'analyse, je vous suis tout à fait en rejetant tous les ismes, catholicisme et islamisme, capitalisme et communisme, libéralisme et dirigisme, féminisme et machisme. J'assume les ismes que j'ai cités, hein, je les impose à personne. Mais il en est un que j'abandonne quand même beaucoup plus difficilement, c'est le terme d'humanisme, qui évoque pour moi la responsabilité personnelle ou la petite part de liberté à laquelle je m'accroche. Ce que j'appelle mon 1% de liberté. Peut-être qu'on est dominé par 99% de sa vie, mais il reste le 1%. Et le 1%, c'est sa propre responsabilité. Dès lors, je vois une différence entre tuer en risquant sa propre vie et abattre un otage. Car l'idée du sabre, pour moi, c'était ça quand même. C'était pas la guerre, c'était l'extermination d'un otage. Cette différence, c'est ma définition de l'humanisme. Non pas pour justifier les droits de l'homme ou je ne sais quelle guerre juste, mais pour bien placer chaque homme devant sa propre part de responsabilité. Je ne me place évidemment que sur le plan philosophique. Le fait de rejeter toute responsabilité sur les autres, sur le système, sur les causes sociales, qu'est-ce qui nous permettra de nous différencier des animaux dans ce cas-là? Est-ce que j'ai tort? Et sur les observations d'aujourd'hui, vous avez dit à un moment simplement la peur de la mort, c'est religieux. Je voulais simplement dire que dans le chamanisme, il y a aussi cette croyance à quelque chose qui est au-delà de la vie et qui permet. Donc ce n'est pas simplement la religion avec tout ce qu'elle a eu de nocif là-dessus, mais bien avant la religion, le chamanisme a peut-être aussi... voilà. Alors, bon, je vais essayer de résumer un peu la fois dernière, je ne sais pas à quelle occasion, mais j'ai dit que on pouvait être scandalisé par le fait que les gens en guerre décapitent au sabre des civils, mais que dans ces pays mêmes, depuis 30 ans, on livre des armes et on tue les gens aussi, et les civils, bien sûr de manière plus propre, à la Kalachnikov, ça semble plus propre que le sabre.
et que ça se vaut. Et que les gens qui utilisent le sabre pour trancher les têtes, on peut se demander qui leur a appris. En général, alors, je faisais référence à une situation coloniale. Vous savez qu'il n'y a pas tellement longtemps, les gens de Madagascar suivaient le même chemin. Ça veut dire que les colonialistes coupaient les têtes. Vous avez, si vous regardez le blog de Frantz Fanon, de l'association Frantz Fanon, vous l'aurez. Ils avaient le tort d'être possédés, d'être révoltés, etc. Ben, les gens qu'on tue, ils ont le tort, pour ceux qui les tuent, d'être les Occidentaux. Hein, parce que les Occidentaux ont occupé des pays sans y être invités. Voilà. Donc, ces gens-là, ils ont appris à être occupés sans inviter les gens qui les occupent. On leur a fourni des armes, on les a divisés entre eux, on a divisé les chiites, les sunnites, etc. Les Kurdes, les Turcs, tout ça c'est divisé volontairement. Et donc, ces gens-là arrivent à la boucherie. Mais je considère que la boucherie par le sabre et la boucherie par la Kalachnikov est aussi inadmissible l'une que l'autre. Voilà. Mais il y en a une qui est spectaculaire, ça fait partie de l'armement. Hein. On coupe les têtes et il faut surtout les montrer dans des vidéos. Et par contre, il y a une autre tactique politique qui consiste à tuer les gens à Kalachnikov, mais ils n'existent pas. Alors, on ne montre pas. On ne montre pas les gens, les milliers de gens qu'on tue, qu'on affame, avec les guerres qu'on provoque dans notre pays. Voilà. C'était tout, je ne faisais que ça. Je ne justifiais pas ni l'un ni l'autre, mais je disais que on a sûrement induit ou renforcé ces habitudes-là, meurtrières. Et que c'est un peu facile d'accuser les derniers qui le font de façon un peu spectaculaire. Voilà. Sans réfléchir sur les causes. Voilà. Et il me semble que ce serait bien de réfléchir sur les causes. Sur les causes qui sont en général liées au colonialisme. Voilà. Parce que les pays occidentaux ont occupé beaucoup de pays dans le monde sans y être invités. Mais c'est inadmissible. Voilà. Nous, on appelait ça les nazis ici. Quand ils sont venus, ils n'étaient pas invités. Ben, les puissances occidentales l'ont fait dans de très nombreux pays. Alors, ils avaient de bonnes raisons, bien sûr. Les envahisseurs ont toujours de bonnes raisons d'envahir les pays qu'ils envahissent, bien sûr. Ils ne laissent pas que du mauvais. Et ben, on peut dire ça aussi. Surtout, ils peuvent le dire quand ils sont vainqueurs. Quand ils sont vaincus, ils ne peuvent plus le dire. Voilà ce que je voulais dire. Bon, vous ne savez pas plus que ça. Donc, je persiste et je signe. Mais vous pouvez ne pas être d'accord. Je ne cherche pas d'ailleurs votre accord, hein. Je cherche simplement à nourrir notre pensée ensemble. Et c'est pour ça que, à part quelques saillies qui me sont très personnelles, et que je mentionne toujours comme étant très personnelles, je préfère parler pour l'instant d'Épicure et de Lucrèce. Voilà. Bien sûr que c'est une interprétation personnelle, bien sûr aussi. Parce qu'il n'y a que des interprétations. Voilà. Donc voilà. Un jour, peut-être je ferai des conférences sur Michel Maigret. Peut-être. Mais il y a tellement mieux à faire. Donc je préfère parler des autres. En ce qui me concerne, la peur de la mort, c'est comment je vais mourir. Par quelle souffrance, quelles seront mes souffrances. C'est ça qui est la peur de la mort, c'est ça. Alors, Épicure dit à propos de la souffrance que quand il souffre, et il y avait la maladie de la pierre, la colique néphrétique, hein, c'est pas rien, en plus, à son époque, il n'y avait pas, contrairement dans les pays d'Asie, il n'y avait pas de produit pour surmonter la douleur. Il n'y avait pas de morphine, par exemple. En Asie, il y avait la morphine pour cela. En Grèce, il n'y avait pas ça. Ça veut dire que quand on souffrait, on souffrait. Il faut attendre que ça passe. Il prenait des bains. Il prenait des bains et il mangeait peu de choses, il buvait ou il ne buvait pas, bon, et puis il prenait des bains. C'est à peu près tout ce qu'il pouvait faire. Montaigne faisait pareil d'ailleurs. Il dit que la seule chose qui peut lui permettre de surmonter sa douleur, c'est de penser à des souvenirs heureux. C'est pas grand chose. Voilà. Il y a la souffrance, c'est la dégradation aussi. Parce que tout à l'heure, justement, moi je me sens pleinement épicurienne, mais par rapport à la mort, j'ai l'impression que je ne crains pas cet état, en effet, ce corps va disparaître, j'ai l'impression que j'en suis consciente. Mais il y a toute cette phase qui maintenant, dans notre époque, cette phase, elle s'allonge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être Épicure, etc., il a peut-être pas connu toute cette dégradation qui dure, on le voit avec certains de nos proches.
Et alors donc l'idéal, ce serait de pouvoir se dire, pour être complètement sereine, il me semble, que j'aimerais pouvoir me dire, voilà, déjà dès maintenant, à un certain moment, je vais arrêter ça et déjà préparer les moyens que j'aurai pour arrêter ça. Ce serait pour moi, ce serait ça la vraie sérénité de la vie, pour ma vie. Ce qui empêche votre sérénité à ce que vous dites, c'est le fait que vous considérez qu'il y a des états dégradés. Ah bah oui. Ah bah oui, mais la question se pose. Hein. Est-ce qu'un Alzheimer, un Parkinson, c'est un état dégradé? Et à partir de quand c'est dégradé? C'est parce que nous avons, nous, une image de l'être humain qui ne fait que se renforcer parce que tous les malades, on les stocke, les fous, les malades graves, on les stocke, on les met en dehors de la cité, hein, donc on ne les voit pas vivre. Bon. Et donc quand on les voit, ils nous paraissent dégradés. Ensuite, hein, il faut bien sûr apporter assistance à des gens qui ne peuvent pas vivre tout seuls. Et comme aujourd'hui, l'organisation sociale se délite et qu'on arrive bientôt aux familles monoparentales, hein, et les gens sont expulsés loin de leur famille pour travailler. Donc ça veut dire que la question est plus difficile. C'est parce que nous avons une représentation. Hein. Par exemple, quand on dit, moi je ne veux pas devenir un légume. Et alors, qu'est-ce que vous avez contre les légumes? Mais non, mais franchement, un poireau, c'est pas indigne un poireau. Mais non, alors bien sûr que nous, avec tous les revues que nous lisons, tous les films que nous voyons, il y a l'homme et la femme. Il faut avoir une séance. Ça commence au terrorisme du 36. 36. Si vous êtes plus de 36, ça commence mal. Et déjà, donc, ça c'est le premier. Ensuite, il faut ne pas être bigle. Par exemple, regardez Jean-Paul Sartre. Il était moche. Un homme moche ne correspond pas au bon. Il s'appelle Sartre. Pas de problème, il peut être moche. Mais si vous êtes moche, si vous êtes encore plus moche, si vous êtes baveux, si vous bavez, c'est dégoûtant. Mais ça c'est parce qu'on nous a imposé en notre conscience un modèle d'hommes et de femmes dignes. Il y a les dignes et les indignes. Et vous allez voir, ça va s'aggraver. Vous voyez déjà, un peu socialement, il y a déjà des gens qui sont moins dignes que les autres. Parce que, ce sont pas. Il y a les Roms, par exemple, il y a toutes les catégories humaines qui passent. Après, il y a les Maghrébins. Avant, il y avait les Juifs. Vous voyez le nez qu'ils ont, les Juifs. Pas bon. Donc, alors, et les malades, c'est pareil. Vous voyez, lisez dans l'édition La Fabrique, il y a un livre sur la santé mentale, sur la santé. Les définitions permanentes qu'ont pris le mot santé mentale, la santé. Mais c'est vrai qu'on considère très rapidement qu'il y a des gens qui sont expulsables de notre humanité. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un me racontait qu'il était en compagnie de gens avec qui il s'entendait bien, et on lui a dit, mais tu fumes, mais après tu vas nous coûter cher. Les gens qui fument, ils devraient mourir parce qu'ils vont nous coûter cher, alors que nous, on n'a pas bien. Et après, on disait, et les diabétiques aussi, ça coûte cher, il faut les liquider. Voilà. Ben non, il y a des malades, il y a des gens qui sont laids, il y a des gens qui nous troublent, mais plus on les isole, plus on s'isole d'eux, plus on les trouble. Et plus on fait porter la responsabilité de l'assistance de ces gens-là à une personne ou deux, c'est la catastrophe. Bien sûr que les Alzheimer ont besoin d'une collectivité, d'une cité pour les soutenir. Voilà. Parce que... On peut être d'accord avec tout ça, mais le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas ce tableau des Halles pour nous aider à vieillir. Enfin, je l'ai vécu avec des proches, quand on reçoit ses parents se dégrader, etc. Alors ça veut dire quoi? Prendre soin d'eux, on est d'accord pour prendre soin d'eux, mais on ne va pas rester toute notre journée avec eux. Voilà, il y a tout ça, et ça c'est douloureux à vivre déjà pour ses proches, et on se dit que soi-même on n'a pas envie de le faire vivre à nos enfants, parce qu'on n'a pas ces structures-là. Pour l'instant on en est là. Moi je suis complètement d'accord avec eux, moi je suis complètement d'accord pour intégrer les Roms, tout le monde, je suis dans cette philosophie-là, cet état d'esprit-là, mais il y a aussi après la réalité, et ce qu'on vit. Et pour l'instant, moi à l'âge que j'ai, je ne sais pas si dans 20 ans, on aura cette... vous voyez, et quand je dis la dégradation, c'est vrai que moi je considère qu'une personne qui se dégrade, elle a autant de valeur qu'une autre. Mais n'empêche que la personne qui le vit, qui tout d'un coup se met à faire sur elle, qui porte une couche, oui, mais qui vous renvoie tout ça, qui n'est pas bien, qui elle le renvoie. Oui, mais ça c'est aussi le terrorisme de l'enfant propre avant l'âge. Si on en revient
dans le sujet, on n'est plus dans la sérénité, c'est ce que je veux dire. Voilà, si on veut rester sur le... Mais il faudra être capable, peut-être, hein, moi je l'espère pour moi, de pouvoir faire sur moi, si j'ai encore quelques plaisirs à tirer de mon existence. Si faisant sur moi, je rencontre des gens qui me sont très sympathiques et qui, quand je les vois, me soulèvent d'émerveillement, et des gens que je vois et qui me soulèvent d'émerveillement, ben, je pense que même si je fais sur moi, et si ces personnes sont prêtes à venir me voir, eh bien, je vais avoir au moins ce plaisir-là. Eh bien, c'est pas bien, parce que j'ai appris, il y a très longtemps, j'ai appris à être propre. Et maintenant, il faudra que j'accepte de ne plus l'être. Ah bah oui, hein, c'est pas simple. Mais à un moment donné, voilà, c'est ça qui fait peur. Pendant que je rejoins Adam, ce qui fait peur dans la mort, c'est ce moment où on peut se dégrader physiquement, ne plus avoir plaisir à rencontrer l'autre, ne plus avoir... et être encore là. Moi, c'est ce moment qui me fait la peur. C'est pas l'état, c'est le passage. Vous ne savez pas, les gens qui sont en état dégradé, ce qu'ils vivent. Si ce qu'ils vivent est agréable ou désagréable. Bon, en tout cas, on peut penser qu'ils ont tendance à penser que c'est désagréable parce qu'ils ne correspondent pas à l'image dominante. Vous voyez, je lisais, je ne sais pas si c'est dans Libération, dans Le Monde, ou dans Rue 89 peut-être, il y a 2-3 jours, l'idée d'une femme qui est handicapée et qui voulait être sexy. Et elle se promène avec une chaise, elle s'habille bien, elle se soigne, tout ça, mais elle pensait que jamais elle pourrait plaire. Et c'est assez étonnant, c'est qu'elle va dans un quartier, elle se promène et elle trouve deux jeunes hommes de 30 ans, elle va avoir près de 50 ans. Les hommes sont retournés et ils ont dit celle-là, elle va être bonne, hein, elle va être bonne. Hein. Alors elle est à la fois scandalisée par l'expression, mais n'empêche, ça veut dire qu'elle peut plaire. Et vous avez toute une réflexion de cette femme sur le fait que même handicapée, elle peut plaire. Eh ben oui, voilà. Et on pourrait expliquer pourquoi même quand on est dégradé, on peut plaire. Parce que l'objet d'amour n'est pas la cause de l'amour. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, c'est pour ça que c'est très égalitaire l'amour. Parce que c'est pas parce que vous êtes l'objet d'un amour que vous êtes la cause de cet amour. Donc il y a une chose pour tout le monde. Vous voyez, c'est fantastique ça. Bon. Ça veut dire les dégradés ou pas, c'est pas parce que vous êtes ceci ou cela que vous êtes aimé. C'est pour autre chose, qui vient davantage du côté de l'aimant, plutôt que de l'aimer. Voilà. Ça donne de la chance à tout le monde. C'est le grand principe égalitaire. Bien souvent, les gens très dégradés, une énorme partie de leur souffrance, c'est d'avoir l'impression d'être un fardeau. Donc c'est bien, pas toujours leur dégradation qui est douloureuse, mais c'est ce sentiment d'être un fardeau. Pour la famille. Voilà. Donc le travail, c'est d'essayer de réduire cette impression de fardeau. Hein, et pour ça, il ne s'agit pas de se sacrifier auprès d'eux, parce que si vous vous sacrifiez, vous allez leur faire payer. Donc il vaut mieux, comme vous disiez, des fois j'ai envie de sortir plutôt que de m'occuper de la personne, mais il faut sortir. Hein. Il ne faut pas renoncer à ses plaisirs, parce que la personne va rester seule. Ben oui, elle va rester seule. Comme vous, ça vous arrive d'être seule. Et elle va rester seule. Voilà. Bon, et puis, il faut aussi que, socialement, on s'occupe de ces gens-là. On fasse autre chose, une autre politique. Et il faut que cette autre politique ne soit pas discutée par des experts ou par des élus, mais par tout le monde. Cette question, que faisons-nous à Metz des personnes âgées? Comment on les traite? Comment on les traite? Alors, à Metz, on a encore de la chance, on a quelques personnes qui vadrouillent et qui ont un air patibulaire du tout. Bon, voilà, bon, c'est bien tant qu'ils sont parmi nous. Bon. Et que les voisins, ils tomberont peut-être, ils seront malades, ils vont bien mourir chez eux, et on ne le saura pas avant 2-3 jours. Bah oui, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est ça la vie. Mais c'est une vie intégrée dans un corps social qui va prendre soin des gens, et même si ce sont des légumes, même si ce sont des gens qui peuvent nous effrayer, mais ça aussi c'est lié à l'éducation. Et plus ça va, plus il faut qu'on soit clean. Voilà. Il faut qu'on soit clean. Voilà. Et si on n'est pas clean, on est rejeté. Mais ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça de suite. Voilà. Parce qu'ils sont trop étrangers à notre humanité. Les handicapés sont trop étrangers à notre humanité. Et comme on est dans une phase où on ne peut pas sentir les étrangers, est-ce qu'on va attendre de pouvoir se sentir soi-même parce qu'on va se sentir étranger à soi-même? Est-ce qu'il faut en arriver là pour rectifier? Peut-être pas. Il y a une urgence. Les étrangers sont les bienvenus.
voyez, les Parkinson sont bienvenus, les Alzheimer sont bienvenus, parce que s'ils ne sont pas bienvenus, moi, avant même d'être Alzheimer, je serais chassé. Vous comprenez ça? Je serais mis en dehors de la société, donc c'est ça. Donc, ben, on s'occupera de moi. Quand je serai plus pénible que ce que je suis, je le dis à mes filles, il faudra que vous vous occupiez de moi. Ah ben oui, hein. Bon, vous essayez de repérer quand même si j'ai envie de continuer ou pas. Voilà. Bon. Et puis vous prenez vos responsabilités. Vous êtes 3 filles, vous discutez entre vous et vous prenez une décision sur est-ce que papa a encore envie de vivre ou pas. Voilà. Voilà. Si vous pensez que non, ben vous m'expédiez dans le néant. Mais si vous pensez que oui, ben et ça, il faut repérer non pas par mes souffrances, mais par mes plaisirs. Est-ce que je suis capable encore de plaisir? Moi, je pense que tant que je voudrais, par exemple, du riz au lait, je pense que c'est la dernière chose. Le jour où je suis plus réjoui de ça, mauvais. Voilà. Voilà. Déjà, quand je ne pourrai plus parler de Spinoza et d'Épicure, déjà, ce sont mes opérates. Voilà. Mais voilà, mais je serai pénible. Moi, je voudrais intervenir parce que j'ai été très marquée par un documentaire animalier il y a quelques années où on voyait c'était deux jumeaux, c'était 2 petits guépards. Ils avaient l'habitude de chasser ensemble. Et il y en a un des deux qui a été tué par une lionne parce qu'il avait enquiquiné les morceaux sous l'arbre où elle se reposait. Et le jumeau est resté tout seul et a eu beaucoup plus de difficultés pour chasser parce que les deux, il était tout seul. Et un jour, il a fini par être agressé à son tour. Et on a assisté à une scène stupéfiante où ce petit guépard est resté debout sur ses pattes le plus longtemps qu'il a pu pour ne pas mourir. Enfin, il a vraiment attendu la dernière extrémité pour ne pas être bouffé par des charognards. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que je me suis dit, j'ai l'impression qu'on a la pulsion de vie, la libido, mais alors chevillée au corps, et qu'on tient aussi longtemps qu'on peut pour rester propre, pour manger, pour dormir confortablement, etc. Ça, je suis absolument convaincue que chaque individu, chaque membre de n'importe quelle espèce animale luttera jusqu'au bout pour tenir dans une forme de dignité, pour subvenir à tous ses besoins. Ça, j'en suis convaincue. Et je suis absolument persuadée que ce qui nous plombe actuellement, nous, c'est l'image que la société nous renvoie d'un homme ou d'une femme idéale. Il ne faut pas vieillir, il faut avoir un boulot, il faut être dynamique, il faut être sportif. C'est ça qui nous plombe. Et moi, je suis persuadée que nous avons individuellement le potentiel pour être droit dans nos bottes et continuer à être digne pour nous-mêmes. C'est ça, il faut être digne pour nous-mêmes et on va dire merde à ceux qui veulent nous imposer une autre image. Oui. On va en finir par là. Merci. Et à la prochaine. Au revoir. Merci.